Cher peuple d'Afrique, recevez nos salutations. À la table, nous présentons nos condoléances les plus attristées au peuple frère du Niger, parce que nous sommes tous dans la Confédération des États du Sahel. Suite à la disparition de l'ancien Premier ministre Hama Amadou. Nos condoléances les plus attristées à sa famille et au peuple du Niger. Soyez forts. Et il peut aller se reposer tranquillement. Ceci étant, chers peuples d'Afrique, restons toujours au Niger. Nous disons bravo aux autorités du Niger. Parce que là, la junte macronienne est dos au mur. La junte macronienne est en train de supplier, oui, dans les coulisses, supplie le Niger de tout faire pour permettre au moins de sauvegarder la dernière mine d'uranium qui reste entre les mains de la junte macronienne. Et là, ce n'est pas le Niger, il y a juste des restrictions. Des restrictions qui ont poussé la junte macronienne à la porte. Des restrictions qui ont poussé Orano à la porte. Orano, vous savez, c'est la filiale de l'ex-Areva. Areva qui a un peu changé d'habit. C'est la même chose. C'est le même banditisme. Orano, on vient de dire non à Orano. Et fin octobre, finalement, ils se sont résignés à fermer. Ils ont dit suspendre leurs activités, mais en réalité, il s'agit de la fermeture totale de la dernière mine. Macron s'est trompé depuis le début. Non, on avait dit ça. C'est lui qui s'est vanté être chef de guerre. Et il est monté sur le podium. Il menaçait, il a appelé. Tinubu, il a appelé. Et celui du Ghana, là, comme on l'appelle même Nana Akufo-Addo, il a menacé de faire la guerre au Niger. Il a menacé de faire pleuvoir des bombes au Niger. Il a même mis ses hommes, ses mercenaires, tout son bloc en mouvement. Et nous nous souvenons encore de la déclaration fracassante de M. Alassane Dramane Ouattara, alias les chameaux, les dribbleurs, qu'il va envoyer un bataillon agresser le Niger. Il dit sur un délai de 3 mois, comme s'il connaissait réellement la durée. Sur une durée de 3 mois, c'est comme s'il connaissait en réalité la durée des combats. Après avoir fait tout cela, et qu'ils ont échoué, ils n'ont pas pu agresser le Niger. Bazoum n'a pas été libéré. Le Niger est sorti de la CEDEAO. Emmanuel Macron avait juré que son ambassadeur n'allait pas quitter. Son ambassadeur est sorti par la petite fenêtre. Il avait juré que ses militaires n'allaient pas quitter le Niger. Ces militaires sont sortis par la petite porte jusqu'à négocier leur départ. Tous ceux dont Macron avait juré, ils ont juré de déstabiliser le Niger de l'intérieur. D'importantes quantités d'armes ont été saisies par les autorités du Niger. Toutes les tentatives qu'ils ont tentées, nous avons vu la dernière à date, c'est de donner l'asile politique à Rissa Agboula, ce chef terroriste qui avait été accusé déjà au Niger pour l'assassinat politique, pour avoir fait éliminer un homme politique du parti au pouvoir, et qui a été condamné à mort dans les années 2004, qui est l'auteur du terrorisme contre le Niger en 89-90, qui a récidivé en 96, puis qui a récidivé une 3e fois en 2007-2009. C'est Boulak Agrissa, qui vient d'être déchu de sa nationalité nigérienne, est tranquillement en France, à Paris, et Macron voulait en héberger Boulak Agrissa qui jure de déstabiliser le Niger, que le Niger laisse Macron continuer d'exploiter l'uranium du Niger et de revendre ça paisiblement. Et de revendre ça paisiblement aux autres pays. Mais c'est possible ça? Ce n'est pas possible. Comment vous jurez de me déstabiliser? Et puis vous me demandez de vous donner les frais, de vous payer pour me déstabiliser. Ce n'est pas possible. Parce que la France n'utilise pas tout l'uranium. Simple preuve, il y a aujourd'hui des milliers de tonnes d'uranium que Corano a exploité, mais Corano ne parvient pas à transporter. Et ça, c'est l'une des difficultés majeures. Parce que qu'est-ce que le Niger a fait? Les autres permis d'exploitation dont disposait la junte macronienne. Et puis ce sont eux-mêmes qui avaient suspendu les recherches pour parvenir à l'exploitation. Le Niger a tout simplement retiré ses permis. Il y a
il y a une entreprise canadienne qui a été frappée aussi par la même mesure. Donc, ils ont vu certains permis retirés. Oui, on leur a retiré certains permis. Et la mine d'Arlit, qui est une pollution à ciel ouvert, qui ne respecte presque pas de réglementation en termes d'environnement, c'était la mine qui continuait de faire fonctionner. Et nous avons même vu, parce que c'est quoi qui tombe ici comme paradoxe. C'est-à-dire, Macron vient de lancer un autre réacteur nucléaire du côté de la France. Donc, ils avaient besoin encore de plus d'uranium. Surtout que, dans leur bras de fer contre la Russie, ils ont perdu d'énormes quantités de leur approvisionnement à partir de la Russie. D'énormes quantités. Que ce soit en matière de gaz ou bien autres. Certes, ils ont d'autres fournisseurs, notamment l'Algérie, le Nigeria et autres. L'Azerbaïdjan qu'on est en train de ménager. Vous avez vu l'Azerbaïdjan prendre le Haut-Karabakh à la barbe de l'Arménie. Personne n'a levé le petit doigt. Parce que ça n'est de trop. Ils ont commis du mal un peu partout. Personne ne veut d'eux. S'ils avaient levé le petit doigt face à l'Azerbaïdjan, ils allaient aussi être asphyxiés. Or, ça restait le Niger. Donc, ils comptaient sur l'énergie nucléaire. Or, sur l'énergie nucléaire, c'est l'uranium qu'on a presque gratuitement à partir du Niger. Et quand le Niger a posé des restrictions, quelle est la restriction qui a été la plus dangereuse contre les intérêts de la junte macronienne? C'est-à-dire, le Niger a tout simplement bloqué le trafic du Niger à Cotonou. Vous savez que tout l'uranium transitait par le port de Cotonou. Arrivé à Cotonou, c'est direct jusqu'au niveau de Belgique, le port d'Anvers, si j'ai bonne mémoire. Jusqu'au niveau du port d'Anvers, c'est en Belgique, hein? Aidez-nous. On a beaucoup de choses en tête. Donc, c'est au niveau du port d'Anvers qu'on déchargeait les cargos. Et puis, en ce moment, la junte macronienne livrait à chacun de ses clients. Prenait la part de la France et puis revendait les restes. C'était du bon business. Donc, d'Arlit, on vient, on passe, on continue sur Cotonou. Cotonou, on charge ça au port. Et puis du port, on amène ça au port d'Anvers. Voici le partage des gâteaux. Aujourd'hui, le Niger bloque, puisque c'est eux-mêmes qui ont dressé Patrice Talon. Voici là où Macron n'est pas intelligent. Macron aurait dû tout faire pour ne pas faire entrer Patrice Talon dans son jeu. Tout comme ils ont essayé de garder Fort Gnassingbé un peu, tout comme ils ont gardé Fort Gnassingbé en réserve. Ils devaient garder Patrice Talon de la même sorte. Mais non, ils ont fait de Patrice Talon aussi un cheval de bataille. Voilà aujourd'hui, et ils ont même utilisé le Bénin, certaines bases au Bénin, comme des bases arrière dans le cadre de leur opération de déstabilisation. Aujourd'hui, ils ont du mal. Que peuvent-ils négocier? Concrètement, rien. Donc, ils ne peuvent plus sortir avec l'uranium. On a tellement de stocks d'uranium. Qu'est-ce qu'ils ont demandé? Ils ont supplié les autorités du Niger de leur permettre de sortir avec l'uranium par la voie aérienne. Le Niger a dit niet. Ça ne fait pas partie du contrat. Donc, face à cela, ils sont en train d'exploiter l'uranium. Ils ne parviennent pas à sortir avec. Ça s'accumule. Ils ont décidé de suspendre leurs activités pour la fin de ce mois. Bravo. En tout cas, fin décembre, le contrat va prendre fin définitivement. Et le Niger a d'autres preneurs. Principalement aujourd'hui, le Niger est tourné vers qui? Vers un pays qui est partenaire sincère, qui vend des drones les plus sophistiqués au Niger, qui conseille le Niger militairement. Il s'agit de la Turquie. La Turquie, dorénavant, va me reprendre. Ça, ce n'est caché de personne. Ce n'est un secret pour personne. La Turquie va reprendre, et surtout que l'Iran vient de réussir son test nucléaire. Excusez-nous, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc la Turquie a besoin d'enrichir plus d'uranium, ça c'est clair et net. Parce qu'en Iran, on a parlé d'un tremblement. D'aucuns parlent d'un test nucléaire, d'autres parlent d'une simple coïncidence avec un tremblement de terre. Chacun a la réponse. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas concrètement? Or, la Turquie, l'Empire ottoman,
va rester bras croisés? La réponse, évidemment, c'est non. La Turquie va faire quelque chose. L'Égypte, l'Arabie Saoudite, on est un peu dans ça. Ça, c'est dans un cadre géopolitique. La Turquie, aujourd'hui, est un partenaire clé. Partenaire clé du Niger. N'oublions pas la présence des conseils militaires qui relèvent de la force Sadat, qui est une force de projection extérieure de la Turquie. Donc la Turquie et le Niger sont très avancés. La Turquie va... C'est pourquoi quand Macron charge chaque fois Erdogan, et surtout n'oubliez pas, Erdogan vient de taper à la porte des BRICS. Sa candidature déposée au mois de septembre. Et ça a été validé. La Turquie est officiellement candidate pour l'adhésion au sein des BRICS. C'est le seul pays de l'OTAN. Qu'est-ce que cela va changer? Ça va susciter plus de méfiance d'autres pays de l'OTAN? Ou qu'est-ce qui va se passer? Parce que la Turquie aurait un pied dans chacun des blocs. J'ai vu des fameux analystes, des impérialistes qui disent que les BRICS ne sont pas un bloc. Ce n'est rien comprendre de la géopolitique actuelle. Les BRICS sont bel et bien un bloc, et un bloc solide qui continue de se solidifier. Il n'y a qu'à revoir des mesures qui ont été prises par les pays des BRICS. Or, si la candidature de la Turquie est acceptée au sein des BRICS, quelle serait la condition? La Turquie va se retirer de l'OTAN ou la Turquie peut rester toujours membre de l'OTAN? Mais, de l'autre côté, l'avantage c'est quoi? C'est que le Niger, qui est membre de la Confédération des États du Sahel, sera dorénavant partenaire clé de ces pays des BRICS. Le Mali et le Burkina sont des partenaires très proches de la Russie, tout comme le Niger d'ailleurs, mais à des degrés différents. La Chine est partenaire presque de toute l'Afrique. On sait, bon, ça varie aussi. Mais la Chine a des partenariats stratégiques avec les pays de l'Est. Donc les pays de l'Est sont presque directement liés aux pays membres des BRICS. Ce qui laisse envisager un avenir AES au sein des BRICS. Oui. Et quand on parle d'un avenir AES au sein des BRICS, c'est un avenir de l'Afrique souveraine, c'est-à-dire l'Afrique qui se libère. L'Afrique qui va se libérer doit s'allier sans doute avec les pays des BRICS. Même si ce n'est pas intégrer les BRICS, mais avoir un partenariat sincère et fiable. Et il y a déjà des partenariats entre nos pays, mais ça sera des partenariats entre blocs. Nous convergeons vers cela. Et c'est de cela qu'il est question. Et en ce moment, la présence de la Turquie au Niger, ça ne peut que renforcer. Et si Macron et ses valets, ses larbins, ont des velléités, rêvent toujours de pouvoir, de penser pouvoir déstabiliser, le Niger, ils se trompent lourdement. Ils n'ont qu'à voir. Ce n'est pas les Nigériens qui sont encore dans le coup, qui complotent avec des impérialistes, qui sont couchés chez Macron. Je vais tout simplement leur dire qu'ils ne verront jamais un seul politicien, français ou européen, qui va se réfugier en Afrique et qui va projeter qu'à partir de l'Afrique, il va déstabiliser l'Europe. Ils ont vu ça une fois. Ça n'a jamais existé. Pourquoi c'est des Africains qui trouvent refuge en Europe, en Amérique ou en Asie et prétendent déstabiliser l'Afrique? Pourquoi? Ce que les autres ne font pas. Pourquoi ils le font? Tu vas trouver refuge chez quelqu'un. Tu veux faire ce que la personne ne fera jamais à son pays. Qui es-tu? Tu t'appelles politicien? Tu es mercenaire politique. Tu n'es pas un politicien. Tu es en mission, tout comme les terroristes, déstabiliser les pays pour les intérêts impérialistes. Et lui, il aura un ventre, voilà, ballonné devant lui. Il aura le plaisir de vendre son pays, de maintenir son pays dans le sous-développement et de garantir à Macron le développement. Mais il y a des Africains, je ne sais pas comment les qualifier, quoi. Donc, bravo aux autorités du Niger pour cette mesure qui a été prise. Nous encourageons d'autres mesures. Et d'ailleurs, auparavant, le Burkina a pris une mesure similaire. C'était quoi? Le Burkina a décidé de retirer aussi des permis à beaucoup de mines. Beaucoup de mines. Le Burkina l'a dit. Tous les pays qui n'aident pas le Burkina dans son combat, or vous êtes là à exploiter l'or et autres, on retire simplement votre permis. Ce n'est pas compliqué. De l'autre côté, le Mali vient de le faire il n'y a pas longtemps. La mine d'or de Yatela a été nationalisée. Et ça va rapporter beaucoup à l'État malien. Et même une société, parce qu'au Mali, il y a 3 sociétés de télécommunications. C'est-à-dire c'est Orange, c'est Malitel et puis c'est Télécel.
Malitel, qui était détenu en grande partie par des actions marocaines, vient d'être nationalisé. Aujourd'hui, l'État malien détient 56% des actions de cette société. Et l'opération va apporter à l'État malien 160 milliards sur 15 ans. Au niveau de l'AS, ça bouge. Ah, les gens sont au travail. Les gens sont en train de mouiller les maillots. 160 milliards. Juste pour renouveler la licence. Et le Mali détient encore plus d'actions. Donc le Mali va faire encore beaucoup de bénéfices. Ça n'a rien à voir avec les 160 milliards que les actionnaires étrangers ont mis. Juste pour que la licence soit renouvelée. C'est comme ça qu'on est souverain, on négocie en position de force. Et aujourd'hui, qui pouvait croire, qui pouvait dire que le Niger allait reprendre le contrôle de ses mines d'uranium? Qui pouvait le dire il y a 3 ans de cela? Personne. Tant les Bazoum étaient là en train de vendre des pays, ils avaient vendu le Niger. Nous sommes en train de racheter, nous sommes en train de libérer. Tous les pays de l'Est sont comme ça. Les pays africains, là, beaucoup ont été vendus. Donc, chers peuples d'Afrique, voici entre autres ce qu'on pouvait dire. Nous encourageons d'autres mesures similaires. Là, je suis sur le toit d'une maison. Il commence à faire nuit. On doit descendre. Nous vous remercions, chers peuples d'Afrique. Nous devons continuer à soutenir les autorités, continuer ce travail de communication. Et chacun de vous est un communicant en soi. Parlons-en, même dans nos langues. Ce combat-là, il est vrai. C'est ça la vérité. Et je vous sais, je connais votre fidélité. Regardez, même il commence à faire noir, on est là. Continuons d'appuyer nos autorités. Ce combat, on peut souffrir un temps, mais pas tout le temps. La lumière au bout du tunnel. Les pays de l'Est, ça va. Ça va, ça va. On va atteindre beaucoup d'autosuffisance au niveau énergétique, au niveau alimentaire. Ça bouge un peu partout. Il faut juste entre 5 et 10 ans pour commencer à récolter réellement les premiers fruits. Pour le moment, on a planté l'arbre, on est en train de l'arroser. Il faut juste être patient, accompagner l'arbre jusqu'à ce qu'il porte des fruits et que les fruits soient mûrs pour que les populations puissent en bénéficier tranquillement. Nous vous remercions et à très bientôt. Merci bien.